Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui et on se retrouve pour parler de préservation de fertilité et plus particulièrement de préservation de fertilité non médicale qui est un sujet d'actualité. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter les invités qui m'ont rejoint autour de la table. Donc le docteur Lucie Chancel de Bordeaux qui est biologiste au CHU de Bordeaux et qui s'occupe du centre de fécondation in vitro et du CECOS. Le docteur Anne Guivarch qui est médecin gynécologue à Rennes, à la clinique de la Sagesse, et qui est responsable du centre d'AMP. Virginie Riot, qui est donc cofondatrice de l'association de patients collectif BAMP. Et moi-même, donc le docteur Sandrine Siraudin, et je suis responsable du laboratoire Sainte-Colette à Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph. On va donc parler de préservation de fertilité non médicale. Donc, je vais d'abord m'adresser à Lucie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette nouveauté réglementaire, depuis quand et comment on a le droit de congeler ces ovocytes en France ? Oui, cette nouvelle activité a été autorisée depuis la nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021. Et les premières patientes ont été prises en charge à peu près en janvier 2022. Cette activité est accessible aux patientes âgées de 29 au 37e anniversaire. Et donc de plus en plus de femmes se présentent dans nos centres pour bénéficier de cette préservation de la fertilité. C'est une activité qui est soumise à autorisation. Aujourd'hui, il y a les centres publics ou privés à but non lucratif qui sont autorisés pour cette activité. Et puis par dérogation, il y a quelques centres privés qui peuvent le faire quand il n'y a pas de centre public dans le département. C'est une activité qui est entièrement prise en charge par la sécurité sociale. À ma connaissance, il n'y a que la France qui a ce modèle, donc c'est quand même une chance énorme pour les patientes. Il y a juste les frais de conservation qui sont non pris en charge par la sécurité sociale, et donc les patientes doivent payer environ 37,50 € par an et par cycle pour les frais de conservation des ovocytes. D'accord. Donc, c'est effectivement assez nouveau, finalement, 2021. Ce contexte réglementaire-là, c'est une vraie chance, tu l'as dit. Et en pratique, la situation actuelle en France, elle ressemble à quoi ? Il y a beaucoup de patientes qui ont fait cette demande-là, donc je vais m'adresser plutôt à Virginie. Oui, alors il y avait déjà des patientes qui, avant la loi, cherchaient des solutions, notamment à l'étranger. Et ensuite, quand la loi a été autorisée, même avant qu'elle soit autorisée, dans le cadre des débats de la loi de bioéthique qui avait duré un certain temps, les femmes avaient entendu beaucoup parler de ça et elles se présentaient dans les centres en disant « ça y est, le droit est là ». Enfin, le droit n'était pas là, mais... donc il y avait une vraie demande. Du côté de notre association, c'est vrai qu'on avait trouvé que les débats n'étaient pas à la hauteur des enjeux en termes de santé des femmes et de droits des femmes, parce que c'était des débats qui étaient assez critiques sur les perspectives des femmes. On voulait un peu contrôler, on pensait qu'elles étaient soumises à des injonctions professionnelles ou familiales, et on trouvait que ce n'était pas à la hauteur du débat. Ensuite, quand la loi a été votée, nous, ce qu'on attendait, c'était une communication publique sur cette question-là, parce qu'on savait très bien que préserver ces ovocytes, ça n'était pas du tout une garantie d'avoir un bébé. Et on trouvait que les femmes, en tout cas celles qui s'adressaient à l'association, n'avaient pas vraiment conscience de l'ensemble des enjeux du parcours. Et ce qu'on entendait beaucoup dans les médias, c'est on préserve sa fertilité. Et nous, on insistait beaucoup auprès de tous les journalistes en leur disant non, attention, la fertilité, c'est plus complexe que juste congeler des ovocytes. Là, ce que font les femmes, c'est qu'elles congèlent les ovocytes. Ça ne dit rien de leur fertilité, ça ne dit rien d'une potentielle possible grossesse future. Donc il faut qu'on informe les femmes. Et on trouvait regrettable que la communication publique santé, on va dire, ne se soit pas penchée plus sur ce sujet-là. On avait alerté plusieurs fois les ministères de la Santé. La seule communication publique qui existait, c'est l'Agence de la biomédecine qui avait édité un flyer pour parler de l'autoconservation des ovocytes. Mais ça, c'est un flyer qui reste assez proche, hein, pas beaucoup diffusé. Donc on avait vraiment besoin qu'il y ait une information qui soit faite pour que les femmes soient mieux informées, qu'elles ne se précipitent pas. Il y avait une grosse demande avant même l'arrivée de la loi. Vous ressentiez déjà des attentes en tout cas. Puisque les hommes pouvaient conserver leurs spermatozoïdes par choix depuis de nombreuses années. Donc pour nous, l'association s'était mobilisée pour obtenir ce droit
mais en même temps obtenir l'information nécessaire qui doit aller avec on va y revenir, effectivement on en reparlera. Cette partie-là a peut-être été un petit peu raccourcie. Et alors, face à cette demande-là, donc il y a des centres, tu l'as dit, qui ont été autorisés. Il y en a en gros une quarantaine en France aujourd'hui. Comment ça se passe dans vos centres respectifs? Donc on va peut-être commencer à Rennes. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que cette loi a été très bien accueillie par le monde médical parce que ça permet potentiellement de pallier à l'infertilité des femmes âgées en termes de procréation et qu'on était un peu lassé de faire beaucoup de fécondation in vitro chez des femmes qui étaient âgées pour lesquelles les résultats n'étaient pas très bons. Donc un grand espoir pour nous et ça je crois qu'il faut le souligner. Après voilà, la mise en place, l'organisation est un peu chaotique, il faut bien le reconnaître. Donc vis-à-vis des centres, alors moi je suis dans un centre qui est privé à but non lucratif, mais avec un laboratoire qui est privé. Donc c'est un exemple un peu particulier et ça soulève un certain nombre de questions. Mais donc vis-à-vis de la demande qui a été d'emblée assez massive, il a fallu qu'on s'organise. Même nos secrétariats ont été un peu perturbés de beaucoup d'appels de ces femmes qui se pensaient dans leur droit le plus absolu parce que la loi était passée, qu'on s'organise, qu'on les prenne en charge dans des délais courts parce qu'en plus, comme l'anniversaire des 37 ans pour un certain nombre de femmes, c'était à échéance courte pour elles. Donc une grande désorganisation. Pour nous. Alors on a essayé de le faire au mieux, en tout cas dans notre centre, avec une volonté, et en particulier notre laboratoire a largement joué le jeu. Il est un peu confronté aussi au problème de coûts. Ça coûte très cher, le matériel coûte cher pour faire de la préservation de fertilité. La cotation qu'ils en reçoivent n'est pas forcément très importante, donc à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si c'est un peu rentable quand même pour notre activité. Et je sais qu'on n'aime pas trop parler d'argent dans le contexte, mais je pense qu'il faut quand même l'actualiser. Donc voilà, donc nous, on a été très volontaires, on a intégré beaucoup de patientes dans le parcours, sans essayer de faire pallier, enfin au contraire de décaler les patients qui étaient en couple, qui avaient besoin de... Ça s'est ajouté à votre activité. Il a fallu l'ajouter à notre activité. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un problème d'organisation à trouver, une grande réflexion à avoir sur ce qu'on veut effectivement faire, parce que si on réfléchit bien, toute femme est potentiellement candidate à une préservation. À Bordeaux, c'est pareil. Alors on entend qu'il y a effectivement beaucoup de patientes qui étaient en attente. Sur des centres d'AMP qui avaient déjà une activité d'AMP. Il a fallu mettre des règles. Comment ça se passe? Il y a un délai d'attente. Parce que ce qu'on a dit au début, et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un âge limite. C'est-à-dire que les patientes, il faut qu'elles fassent ça entre 29 et leur 37e anniversaire. Et ça, il y a donc une date limite fixée dans la loi. Et ça doit générer comme une certaine tension dans les centres. Ouais. Oui, c'est assez difficile à gérer. Parce que, en tout cas, je parle pour notre centre, il y a une embolisation complète de ce parcours. Pourtant, on a fait comme à Rennes, et je pense que comme dans la majorité des centres en France, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'on puisse prendre en charge les patientes dans cette indication-là. Mais ça se cumule à nos activités d'AMP un peu plus classiques, éventuellement aux dons de gamètes ou d'embryons par ailleurs. Et donc, il faut arriver à trouver quand même de la place pour ces patientes, et ça prend des places au bloc opératoire, et les places au bloc ne sont pas extensibles. Donc, on a essayé de faire au mieux. Et la question est de savoir aussi combien de ponctions est-ce qu'on peut faire pour les patientes. Est-ce c'est possible de proposer plusieurs ponctions pour nos patientes? Combien d'ovocytes? Voilà, et ça, je pense qu'il y a des réflexions un peu collégiales à avoir au niveau national pour s'harmoniser un peu sur cette prise en charge. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'au niveau national, tous ceux qui pouvaient le faire ont fait en sorte que ça marche quand même à minima. Voilà, proposer ça au maximum de patientes possible, mais on sait qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. D'accord, donc aujourd'hui, effectivement, il y a plus de demandes que de possibilités. Il y a des délais d'attente dans les centres, partout en France. Et c'est peut-être intéressant de revenir du coup sur le profil des patientes qui demandent cette préservation, entre ce que le législateur avait pu imaginer et ce qu'on voit aujourd'hui dans les centres. Si on devait dresser le portrait robot d'une patiente qui vient consulter pour congeler ses ovocytes. Oui, alors effectivement, c'est pas tout à fait ce qu'on imaginait. Alors chez nous, environ 60% des demandes sont des femmes qui sont seules et qui ont envie d'être mères à un moment donné de leur vie,
mais qui ne sont pas forcément prêtes à faire une démarche de demande de don de spermatozoïdes pour avoir un enfant tout de suite. Donc ça, c'est la chose la plus classique. Après, de façon plus étonnante, on a comme 30% de femmes qui sont en couple installé, et qui, pour différentes raisons, ne sont pas prêtes. Et alors, c'est vrai que nous, médicalement, on a été un petit peu surpris. Alors, pourquoi elles ne sont pas prêtes? Alors, des fois, c'est elles qui ne sont pas prêtes, tout simplement, parce qu'elles ont des projets professionnels, tout ça. Très souvent, c'est le conjoint qui n'est pas prêt. Et ça, de mon point de vue, ça pose une question sur la société, en fait. Et ensuite, on a environ 10% des femmes qui ont déjà des enfants. Alors, soit il y a une séparation qui est apparue et donc elles sont candidates à préserver. Il y a des femmes qui expriment la volonté de pouvoir avoir éventuellement un Xème enfant à un âge où elles ne seraient plus fertiles. Et donc voilà, donc un panorama assez varié de femmes. Et la loi ne met aucune restriction. Alors c'est vrai que je suis obligée de confesser que certaines demandes nous paraissent un tout petit peu étonnantes en fait. Et voilà, donc il faut qu'on s'adapte, hein, on a bien conscience, mais comme je le disais tout à l'heure, potentiellement, toute femme peut prétendre, pour une raison ou pour une autre, vouloir préserver ses ovocytes. Et quand une femme me dit, moi je pense que je serais prête peut-être à 45 ans, mais de façon très naturelle, ou l'autre qui dit, ben voilà, en fait, je suis diplomate, je vais faire une mission dans un pays à risque, donc je suis mariée, mais je ne veux pas faire un enfant maintenant. Oui. Et alors la question c'est, et s'il n'y avait pas eu de préservation, est-ce que vous auriez pris cette mission dans ce pays à risque ou est-ce que vous auriez fait le choix de faire un enfant maintenant? Donc c'est vrai que ça, on apprend, je pense, et c'est très enrichissant d'ailleurs toutes ces consultations-là. D'accord. Et alors, du coup, pour comprendre donc, ces profils de patientes très variés, je voudrais qu'on fasse un peu le déroulé d'un parcours de préservation de fertilité, parce que ça s'appelle une préservation de fertilité non médicale. On a quand même l'impression que c'est très médical comme parcours. Il y a quand même beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contraintes. Est-ce que, Lucie, tu pourrais nous expliquer à quoi ça ressemble un parcours si on veut faire congeler ses ovocytes? Ben en fait, ces femmes, elles ont le même parcours que des femmes qui viennent dans un parcours classique d'AMP, puisqu'il y a une ponction ovocytaire. Donc, en fait, la prise en charge initiale est la même, avec des consultations clinico-biologistes, donc avec un rendez-vous avec un gynécologue qui va prescrire des bilans pour avoir une idée au moins de la réserve ovarienne, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à la ponction, un rendez-vous avec le biologiste qui va expliquer les techniques, les résultats qu'on peut en attendre, les contraintes éventuelles, la signature des consentements, et puis la consultation avec l'anesthésiste. Donc il y a quand même de nombreux rendez-vous. Déjà beaucoup de rendez-vous médicaux à l'initiation du parcours. Avant que la dame puisse s'engager dans ce parcours. Donc là, il va y avoir le traitement de stimulation avec des injections à se faire en sous-cutané pendant une douzaine de jours. Et pendant ce traitement, il y a ce qu'on appelle le monitorage, c'est-à-dire des échographies, des prises de sang de manière régulière pour voir comment la patiente répond au traitement. Donc c'est un vrai engagement pour ces femmes. Il faut qu'elles arrivent à intégrer ça dans leur vie, parce que dans ce temps-là, elles travaillent. Donc c'est un vrai engagement de ces patientes. Et puis ensuite, le passage au bloc opératoire pour la ponction ovocytaire. Donc ça se fait souvent en ambulatoire. Les patientes, elles rentrent le matin, elles sortent dans la journée. Donc ça se fait sous anesthésie, soit locale, soit générale. Et on va avoir donc la ponction pour aller récupérer le liquide folliculaire contenant les ovocytes. Ces ovocytes vont être ensuite transmis au laboratoire pour être congelés, donc on dit vitrifiés, ce qui est une technique de congélation ultra rapide, pour essayer de conserver ces ovocytes. Il faut savoir qu'à peu près, il y a 80 à 90% des ovocytes qui résistent au processus de congélation et réchauffement. Donc elles peuvent réutiliser tant qu'il n'y a pas de contre-indication à la grossesse jusqu'à leur 45e anniversaire. D'accord. Donc on entend qu'effectivement ce sont des parcours et longs et riches en rendez-vous. Et les patientes, elles s'attendent à ça quand elles font la demande initiale de congeler des ovocytes? Alors au début, quand la technique a été autorisée, je pense que pas trop, ou voire pas du tout. Maintenant, vu qu'il y a des témoignages qui se développent un peu sur les réseaux sociaux, les femmes commencent à comprendre un petit peu ce que ça implique. Mais en tous les cas, pour celles qui s'adressent à notre association,
il y a vraiment un aspect psychologique, on va dire, avec un versant très positif où elles évoquent une liberté, comme une troisième révolution après le droit à l'IVG, le droit à la pilule, le droit à l'IVG, le droit de conserver ces gamètes pour un projet éventuel. Et donc ça, c'est un aspect très positif. Et en même temps, il y a un aspect très négatif pour celles qui s'adressent à nous. Après, je pense que vous en voyez plus, mais d'une espèce de perte de sens finalement et d'un plongeon dans un grand inconnu, un inconnu même existentiel, c'est-à-dire que on sait très bien que les personnes qui sont en parcours d'infertilité, le protocole, c'est difficile, c'est lourd physiquement, émotionnellement. Et là, ces femmes, mais les gens font ça pour un objectif qui est d'avoir un bébé, là, bientôt, avec son conjoint. C'est concret, quoi. C'est concret, alors que les femmes qui sont dans cette démarche de préservation de fertilité par choix, elles expriment vraiment quelque chose ça ouvre une réflexion qui peut les perdre, parce qu'elles se disent mais finalement c'est hyper abstrait, c'est très flou, je fais quelque chose qui est très engageant physiquement pour peut-être ne pas utiliser mes gamètes ou pour... Enfin voilà, donc, et comme on manque de communication sur ce sujet-là, elles expriment le fait qu'elles se retrouvent très seules pour les injections, qui sont des fois difficiles et sans expérience, et puis vers cette ouverture à des questionnements qui peuvent des fois vraiment les mettre en difficulté. Je comprends. Et du coup, donc ce parcours qui est engageant, on l'a dit, c'est important aussi de parler de résultats. Parce qu'on a commencé par ça en disant on préserve sa fertilité, c'est un peu abusif comme terme, surtout on congèle des ovocytes. Est-ce que sur les résultats, alors en France ou à l'étranger, puisqu'en France ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces patientes ? Alors, effectivement, le modèle français, il est unique et on n'a pas, il faut bien le dire, d'expérience de réchauffement dans les conditions dans lesquelles la préservation est faite en France. Donc, on va se baser sur les pays qui en pratiquent beaucoup. Alors, ici, nous, en France, on va regarder les Espagnols, les Belges, qui ont une grande expérience, mais un peu historique. Mais dans un contexte où les femmes financent leur préservation et financent aussi la réutilisation de leurs gamètes. Donc en réalité, ils ont assez peu de vitrification, ils ont assez peu de réchauffement. Après, comme on voit sur les courbes qui sont là, les résultats dont on peut attendre, lorsque la préservation est faite avec un jeune âge, quand les femmes sont relativement jeunes, les résultats semblent être assez satisfaisants, mais il y a un nombre d'ovocytes significatif qu'il faut quand même préserver. Et donc, Lucie l'a évoqué tout à l'heure, donc se pose la question, quand les femmes sont plutôt dans la tranche 35-37 ans, combien d'ovocytes faut-il que l'on vitrifie ? Et donc, combien de traitements sommes-nous susceptibles de le faire ? Et là, juste une petite anecdote. Moi, j'ai une patiente qui, au bout de 4 tentatives, n'avait pu vitrifier que 8 ovocytes. Elle a fait une démarche auprès de la Sécurité sociale qui a dit, en fait, on n'a pas statué sur le nombre de tentatives et donc lui a accordé une cinquième stimulation de préservation, dans laquelle on a obtenu seulement un ovocyte supplémentaire. Donc là, il faudra aussi peut-être... Ça pose quand même une vraie question, parce que c'est vrai qu'on parlait d'embolisation des centres, de beaucoup de demandes, et on est en train de dire que certaines patientes auraient besoin de beaucoup de ponctions. À Bordeaux, par exemple, c'est la même chose. Oui, alors en fait, ces femmes-là, on leur propose une ponction, et puis après, on va réadapter un peu en fonction du nombre d'ovocytes. Ça arrive qu'on fasse un switch des patients de préservation sociétale vers de la préservation médicale, si en fait on voit qu'elles ne répondent pas bien, qu'on a peu d'ovocytes et que du coup on a besoin de multiplier les ponctions pour essayer d'avoir un nombre raisonnable d'ovocytes. C'est ça, le message, c'est il faut beaucoup d'ovocytes. Quand on peut. Tout dépend du nombre d'ovocytes et tout dépend de l'âge de la patiente. Ça, c'est fondamental, l'âge en fait. Moins de 35 ans, 8-10 ovocytes, ça peut être correct. Si on est au-delà de 35 ans, on est plutôt sur une quinzaine, 15-20 ovocytes. Pour des résultats qu'on voit sur les courbes, on fait des calculs pour estimer à 50% de chances de grossesse. Et donc les femmes qui nous pressent beaucoup parce que leur âge arrive, l'échéance des 37 ans arrive, si on a 6 mois pour les préserver, on sait que de toute façon,
on n'aura pas un nombre d'ovocytes suffisant pour leur assurer au moins 50% de chances de grossesse. Et sachant que c'est jamais une assurance, effectivement, tout risque, c'est de ce toute qu'on a façon, dit. On ne sait pas exactement est-ce que le bébé tant attendu, il fait partie des ovocytes congelés ou pas, personne ne le sait. Je voudrais qu'on termine cette émission en parlant d'avenir. Si on essaye de se projeter dans un monde un peu idéal, dans quelques années, quand on sera mieux organisé, quelles sont les demandes des patientes et c'est les pistes d'avenir qu'il faudrait creuser? Alors moi, je vais parler plutôt du côté sociétal, mais c'est vrai que à court terme, je pense qu'il y a besoin d'ouvrir plus de centres pour répartir la file active et pour pas que ça impacte non plus l'activité d'AMP pour les personnes infertiles. Donc ouvrir plus de centres et surtout faire de l'information auprès des plus jeunes sur ces questions de fertilité. Donc on voit bien qu'il y a un vrai déficit dans les retours qui sont faits par les plus jeunes sur la connaissance même physiologique du cycle de la femme et du côté masculin aussi, parce que là on parle de la préservation féminine, mais vous avez évoqué le fait de femmes qui congèlent des ovocytes dans le cas d'un couple hétérosexuel parce que le conjoint fait de la résistance. Et donc ça, c'est à plus long terme, même si on pourrait le faire maintenant. Pour nous, il y a un vrai débat sociétal à avoir sur ce que ça implique, cette nouveauté, cette révolution dont je parlais tout à l'heure, pour que les femmes ne se retrouvent pas dans les injonctions diverses et variées. Il faut que tu préserves ta fertilité, il faut que tu prennes la pilule pour ne pas avoir d'enfants, il faut ci, il faut ça. Il faut que les hommes aussi prennent conscience de la physiologie féminine et de ce que ça implique de ne pas vouloir d'enfants au moment où les femmes sont les plus fertiles. Et donc ce débat sociétal, il doit avoir lieu parce que dans les études qui sont faites, ce qui est montré sur le retard de la première grossesse et donc l'augmentation de l'âge de la grossesse, ce ne sont pas finalement des questions de choix individuels, mais ce que les gens évoquent en premier, c'est les difficultés économiques, le fait d'avoir un travail stable, d'avoir un logement stable et les difficultés de notre monde moderne avec toutes les angoisses qui existent, la guerre, la violence, le réchauffement climatique. Oui, donc des sujets sociétaux. Pour moi, ce sont des sujets sociétaux. Et la place de la femme dans tout ce contexte-là, il faut que la société réfléchisse à améliorer, même au travail, par exemple, avoir des grossesses encore aujourd'hui, c'est problématique quand on est une femme et qu'on travaille. Et donc je pense ce petit sujet-là de préservation de la fertilité, il interroge toute la société. Et si on ne veut pas que la charge mentale pèse sur les femmes, eh bien, il faut que tout le monde se mette autour de la table, et les hommes, surtout, aussi avec Du côté des professionnels, on pourrait organiser un peu les choses différemment. Je crois qu'il y a deux aspects. Soit on veut une politique nataliste, on veut qu'il y ait plus d'enfants qui puissent naître. Et à ce moment-là, il faut développer cette préservation et il faut mettre des structures dédiées. Peut-être pas forcément médicaliser le sujet. Là, on a affaire à des femmes qui sont en bonne santé. Il faut peut-être un circuit différent, peut-être des centres uniquement dédiés, en fait, qui seraient adossés à nos centres. Et donc ça, c'est parce que on mise sur, les femmes vont faire des enfants, peut-être pas maintenant, mais après. Et l'autre aspect qui est un peu plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que là, on est en train de permettre à des femmes de ne pas prendre la décision, à des couples, de ne pas prendre la décision de faire des enfants à l'âge où physiologiquement, ils pourraient faire des enfants. Et là, c'est contre-productif. Et on finance tout cela. Et j'ajouterais même que nous, dans notre questionnaire, on demande aux femmes, mais si vous n'utilisez pas vos ovocytes, si vous avez eu des enfants, ou si vous renoncez à faire des enfants, qu'est-ce que vous allez faire de ces ovocytes? Et je dirais que dans à peu près 50%, les femmes disent je les donnerai, et dans 50% des cas, les femmes disent je les détruirai parce que la levée d'anonymat sur le don me gêne. Alors j'ouvre aussi un autre débat, mais quand même, vraiment, il faut qu'on ait vraiment une réflexion sur ce financement total de cette nouvelle activité. C'est passionnant. On pourrait en discuter longtemps, mais on arrive au terme de notre émission. Donc, on a bien compris que c'était un sujet d'actualité, un sujet qui était certes une formidable avancée, mais qui ouvrait plein de problématiques au quotidien, que ce soit du côté des patientes ou que ce soit du côté des professionnels. Donc, je vous remercie chaleureusement pour la richesse de ces échanges. Et puis, je vous engage à retrouver cette émission, cette vidéo sur les sites de nos partenaires. À très bientôt. Merci.